Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Good! Goal line! Touchdown! 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 348 du podcast Jeune Actuel en Matéi. Très heureux de vous retrouver pour un de nos nouveaux podcasts draft. Vous avez l'habitude, vous allez avoir l'habitude en tout cas. Un podcast, un post pour la draft. Faut que j'arrête de dire cette semaine, je suis tellement habitué aux intersaisons où on dit cette semaine. Mais pourtant c'est cette semaine. C'est cette semaine, mais ce vendredi, pour la 3e émission de la semaine, Grégory Richard est avec moi. Bonjour Grégory. Salut Alain et bonjour à tous. Avec moi, mais à bonne distance, je le précise, restez évidemment Il y a safe. 1 mètre de distance entre moi et l'ordinateur, faut que tu le saches. C'est ça. On a la distance. Nous, on fait pas semblant hein, sur les distances de sécurité. On a pris une bonne centaine de bornes, comme ça on est tranquille. Là, Grégory peut éternuer autant qu'il veut. On sera pas contaminé. Et moi aussi. Bon, en tout cas, comme d'habitude, le petit message à tout le monde, restez chez vous si vous éternuez ou si quelqu'un veut vous éternuer dessus, c'est plus sûr si vous restez chez vous. Donc prenez soin de vous et on est là pour vous occuper. La draft, poste par poste, on continue avec les coureurs. Même structure que sur le podcast précédent avec les quarterbacks, les 5 meilleurs, les énigmes et les bonnes affaires. Les 5 meilleurs sont répartis en 2 chapeaux. C'est Grégory qui a choisi la construction, ce sera le cas pour les émissions en draft. Avec peut-être du renfort d'ailleurs, je le dis, on sera peut-être pas tout seul pour les prochaines émissions de draft, mais en tout cas pour l'instant, je tiens le rôle de celui qui ne connaît pas les prospects, et c'est pas qu'un rôle parce que c'est le cas. J'ai fait mes petites recherches Google, je soumets ce que j'ai lu à Grégory, il me dit si c'est vrai ou pas, et puis on parle de tous ces joueurs, bien évidemment. Vous avez le principe, un petit jingle, et c'est parti. In the clear, off to the races, can they run him down? They cannot, touchdown Ohio State, 68-yard lightning strike by the Buckeyes. On commence cette cuvée de quarterback et Grégory avec le premier nom qui est celui de DeAndre Swift. DeAndre Swift, donc c'est D' André, comme votre tonton André, mais avec un D' devant. Donc DeAndre Swift qui nous vient de la fac de Georgia, les Bulldogs. Il fait 1m75 pour 98 kg. Alors on est dans le royaume des IMC très douteux sur les podcasts running back, mais rappelez-vous que c'est parce que eux ils ont du muscle. Donc il sort de l'usine à coureurs qui est de Georgia, il est hyper complet, joueur moderne, premier tour. Allez, c'est la première question, premier tour de draft ou pas? C'est toujours une grande question, est-ce que les coureurs valent des premiers tours? Ouais, alors là c'est une cuvée qui est assez intrigante dans le sens où on a des gros candidats à un premier tour. Après, il y a des points négatifs qui font que on a du mal à les considérer comme vraiment des joueurs indispensables, on dira, et ça peut les faire descendre grand maximum début deuxième tour, mais là les 3 joueurs dont on va parler dans le premier chapeau, c'est quand même des candidats très sérieux. DeAndre Swift en fait partie, les tels, etc. Donc voilà, et c'est surtout un joueur qui a été le principal dépositaire du jeu de Georgia, dans une attaque un peu compliquée, on en parlait lors du précédent podcast avec Jake Fromm. Il a quand même pris ses responsabilités donc, pour faire avancer cette attaque de Georgia, avec notamment une excellente vision de jeu et surtout, je trouve, des cuts assez phénoménaux qui sont pas sans rappeler, par exemple, un LeSean McCoy, si on prend la comparaison. Je sais pas si le gabarit est exactement le même, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, il y a des moves qui sont assez délirants pour se retirer de la pression des défenseurs. Son apport, en plus, a été assez indéniable sur le jeu aérien, avec de bonnes mains en sortie de backfield.
son pass pro, donc sa protection du quarterback peut être optimisée. Mais très franchement, c'est quand même un running back extrêmement complet. D'un point de vue accélération, c'est pas le prospect le plus bluffant non plus, mais voilà, c'est un peu comme Joe Burrow de ce qu'on disait au niveau du poste de quarterback. Il a peut-être pas les attributs, il a peut-être pas le meilleur critère sur certains, la meilleure note on dira sur certains critères, mais si on prend l'ensemble, c'est vraiment le joueur qui apparaît le plus complet et le plus à même de devenir un top running back dans la NFL dans les années à venir. A-t-il des bonnes mains? Puisqu'on pose la question aussi pour les coureurs maintenant. Ah oui, très franchement, c'est peut-être, je regarde, je revérifie que je te dise pas de bêtises. Je pense que c'est, ça va être le running back qui a les meilleures mains du plateau, ouais. Assez D'accord, facilement, oui, ça en fait un profil assez sexy. Tu as mentionné Nick Chubb et Sonny Mitchell qui sont dans la ligue, Todd Gurley aussi d'ailleurs, mais Nick Chubb et Sonny Mitchell donc, qui ont joué avec lui sur sa toute première année, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas au tout début. Tu le situes comment par rapport à ces deux-là? Alors j'avoue, à titre personnel, je suis pas un fan inconditionnel de DeAndre Swift. J'avoue que, alors c'est vrai que c'est beaucoup relativisé par le niveau de sa ligne offensive. Alors certains me diront que Chubb et Mitchell avaient également une ligne offensive de bon niveau à l'époque, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de grosses recrues lycéennes pour améliorer la ligne offensive, et voilà, ça a forcément un petit peu facilité le boulot de DeAndre Swift, notamment pour trouver les brèches, même si je le disais, il y a quand même beaucoup d'espace qui se crée lui-même, notamment par ses prises de décision. Si je devais te faire une comparaison... je le vois quand même moins bon que Nick Chubb. On sait que Nick Chubb est sorti au deuxième tour, notamment pour des gros problèmes de blessure. Après, il peut être, je pense, au-dessus de Sonny Mitchell. Bon, Sonny Mitchell qui était un fin premier tour. Oui, tout à fait, ouais. Bah, de ce que tu me dis, il a des meilleures mains que Sonny Mitchell. Oui, non, pour moi, ouais, ses mains me font pas peur. C'est vraiment, je te dis, peut-être d'un point de vue physique, je dirais, où ça m'inquiète peut-être un petit peu plus. J'allais dire une horreur, ses mains elles font moins peur que celles de Ray Rice en termes de running back, mais c'est une très mauvaise blague et je m'en excuse. J.K. Robbins, donc on dit fin premier tour des deuxième. Oui, fin premier tour, maximum début deuxième. Je serais étonné qu'il descende plus bas. D'accord, DeAndre Swift. Donc J.K. Dobbins derrière qui nous sort d'Ohio State. J.K. Dobbins, il fait 1m75 pour 95 kg, c'est sensiblement le même gabarit que Swift. Production monstrueuse aussi. Oui, c'est vrai que d'ailleurs j'avais pas donné la production. Alors attends, je vais quand même revenir sur les chiffres de DeAndre Swift. L'année dernière avec Georgia, c'est 6,2 yards par course, 7 touchdowns à la course, 1 touchdown à la réception. Il avait gagné 1200 yards au sol. J.K. Dobbins, c'est encore plus impressionnant, 301 courses, 2003 yards et 21 touchdowns à la course avec Ohio State, et il a aussi 23 réceptions, 247 yards et 2 touchdowns à la réception. Donc production monstrueuse, un petit problème de fumble, paraît-il. Oui, la sécurité du ballon, c'est pas son paramètre principal. Après, c'est vrai que J.K. Dobbins, c'est un joueur qui a vraiment impressionné du côté d'Ohio State dès sa saison freshman, enfin dès son arrivée en l'occurrence sur le campus. Et pourtant, même s'il y a eu beaucoup de running backs talentueux du côté de Columbus, on a rarement vu des running backs aussi impressionnants d'entrée dès leur arrivée dans la ligue. Enfin, en l'occurrence, en universitaire. C'est un joueur qui est très compact, très dur à plaquer, et qui est surtout toujours en mouvement. Il y a beaucoup de comparaisons qui reviennent de ce paramètre-là avec la Daniel Tomlinson. Alors, c'est pas dire qu'ils ont exactement la même capacité, mais en tout cas, c'est des joueurs qui sont très durs à plaquer parce que justement, c'est très dur d'arrêter, on dira, la machine, les jambes en mouvement, c'est assez compliqué. Il compose avec une très bonne vision de jeu. Son accélération laisse un peu à désirer. C'est pas là, en tout cas, il va faire le plus de différence. On va dire qu'il compte beaucoup quand même sur l'espace et comment je pourrais dire ça, et sur le côté un petit peu défi physique sur le premier impact. Après, ça va être un petit peu plus compliqué, et voilà, c'est pas de par son accélération qu'il va réussir à faire des différences. En plus, il faut savoir qu'il a quand même un peu fini sur les rotules du côté d'Ohio State l'année dernière, quelques petits pépins physiques, mais il a quand même été jusqu'au bout. Donc voilà, ça reste un joueur assez déterminé qui peut serrer les dents s'il y a besoin de le faire. Après, très franchement, voilà, c'est un joueur assez
assez étonnant. Encore une fois, oui, ses mains sont pas ce qu'il y a de plus parfait. D'un point de vue réception, il a quand même joué dans un contexte assez particulier avec, je disais, beaucoup de prises d'espace en sortie de backfield, ce qu'il ne retrouvera sans doute pas forcément en NFL. Mais en tout cas, il faudra que les défenses soient extrêmement disciplinées pour le stopper, parce qu'il sera capable d'exploiter chaque brèche ou chaque espace relativement important laissé à sa disposition. Oui, par contre, tu l'as fait remarquer, il a quand même quelques kilomètres au compteur. Il a porté 301 ballons l'an dernier, 230 l'année d'avant, 194 en 2017. Ça fait 725 déjà. Donc, il a été très très utilisé. C'est pas un problème relativement. Je pense que par rapport à d'autres running backs du plateau, c'est pas celui qui a été le plus sollicité. Après, encore une fois, je le dis, oui, c'est sûr qu'il a traîné quelques petits pépins physiques qui, encore une fois, dans les circonstances actuelles, qui font qu'on n'a peut-être pas toutes les explications médicales à son sujet, peuvent effrayer certaines franchises, surtout pour un poste où la durée de vie, on dira, est pas forcément la plus longue. Donc voilà, c'est sûr que J.K. Dobbins, c'est un paramètre à prendre en considération. Maintenant, voilà, il a tellement été productif, et je le disais, c'est tellement un joueur qui est dur au mal, que très franchement, voilà, c'est un joueur qui peut quand même être extrêmement productif. Faudra surtout voir s'il est capable de performer sur 3 tentatives de par les problématiques qu'on a évoquées. Mais en tout cas, ça peut être un solide joueur d'impact dans un comité type Patriots, par exemple. Je prends l'exemple, ça ne veut pas dire qu'il finira à New England. Mais dans ce type de profil-là, je pense que c'est un joueur qui peut s'éclater. Ouais. Premier tour aussi ? Premier tour, je te cache pas que à mes yeux, là je prends une notion assez globale de là où il pourrait tomber. À mes yeux, je mettrais quand même Dobbins devant Swift. D'accord. Voilà. D'accord. Donc plutôt, il peut être quand même, parce que tu parlais de comité, mais il peut être un coureur numéro 1 titulaire. Oui, bien sûr. Après, la question, je te dis, c'est de savoir si vraiment tu peux l'utiliser, mais ça peut être, je sais pas quel exemple on peut prendre, mais un type Leonard Fournette, quoi, qui a jamais été très réputé pour ses mains et pour ses sorties de backfield, si je peux parler ainsi, mais qui pourtant avait l'envergure d'être un running back numéro 1. Après, J.K. Dobbins compose avec des qualités athlétiques moindres et encore une fois un gabarit peut-être un peu plus trapu qui joue en sa défaveur. Un poil plus grand justement, Jonathan Taylor, 1m80, 97 kg, donc il est un peu plus longiligne si on peut dire ça comme ça, parce que 1m80 pour 97 kg ça reste quand même plutôt costaud. Donc un peu plus grand, lui aussi il sort d'une usine à coureurs, c'est Wisconsin. Il a sorti une saison 2019 à 2003 yards également, en 320 courses, 6,3 yards par course, 21 touchdowns au sol, 26 réceptions pour 252 yards et 5 touchdowns. Est-ce que d'ailleurs, alors c'est une petite question générale, mais on voit là que tous les mecs dont on parle sortent beaucoup d'usines à coureurs, en tout cas de facs qui sont très réputés pour ça. Est-ce que des fois c'est pas un peu trompeur pour l'évaluation de ces mecs-là, parce que c'est des facs qui ont une tradition à la fois de course et de bowling la plupart du temps, donc ça peut aussi rendre difficile d'évaluer la capacité de ce mec-là à jouer au plus haut niveau, où la ligne sera peut-être pas forcément toujours aussi dominante que ce qu'il avait. C'est ça. Alors c'est sûr que Wisconsin, c'est difficile d'occulter ça. En effet, il y a souvent une ligne en effet qui est assez monstrueuse, assez physique et qui fait la part belle, on dira, au jeu au sol. Après, c'est sûr que si tu prends les derniers exemples en date de gros prospects, je mets gros entre parenthèses, parce que des fois, les projections sont pas forcément du premier tour non plus, mais voilà, les 2 derniers qui me viennent en tête, il y avait Monty Ball qui a eu une carrière, somme toute assez banale, on dira, en tant que numéro 2 à Denver, si j'ai bonne mémoire. Et la dernière grosse sensation qui est sortie de Wisconsin, c'est Melvin Gordon. Oui. Voilà, où on sait qu'en fonction des saisons, ça n'a jamais été le même rendement. Je mets de côté son hold-out un petit peu fatal de la saison dernière. On sait qu'il avait très très mal commencé avec une sécurité du ballon qui n'était pas parfaite non plus. Donc c'était un joueur qui n'était peut-être pas habitué, je dirais, au contact, ou en tout cas habitué à bien protéger ses ballons. Jonathan Taylor m'a l'air quand même un peu plus rassurant à ce niveau-là. Il y a eu des pertes de balles, mais c'est pas non plus des pertes de balles, c'est pas une sécurité du ballon digne d'Adrian Peterson ou de Melvin Gordon. En sortie de backfield, c'est le gros point d'interrogation, parce que forcément, tu l'as dit tout à l'heure, les running backs se doivent d'être complets et d'apporter sur le jeu aérien. Il n'a pas été suffisamment utilisé dans ce registre-là du côté de Madison, même si on a essayé de l'incorporer sur des jeux un peu plus
un peu plus à la passe en début de saison 2019. Mais rapidement, avec les impératifs qu'avait Wisconsin, avec un poste de quarterback qui restait quand même relativement moyen, voilà, c'était compliqué de ne pas se reposer essentiellement sur sa star offensive pour faire des différences. Et c'est sûr que Jonathan Taylor n'a pas suffisamment produit, on dira, d'un point de vue yards à la réception. Mais très franchement, je trouve qu'il a quand même progressé dans ce domaine-là et qu'il a montré pas mal de signes encourageants. Sur la protection de passe, il est très solide. De toute façon, Jonathan Taylor, c'est un gros physique et quand même une vitesse qui est assez détonnante. Il a vraiment surpris beaucoup de monde lors du combine, alors qu'on s'attendait vraiment à un joueur uniquement puissant et capable d'accélérer une fois qu'il avait les brèches. Il y a quand même une vitesse pure, on dira, qui est assez notable. Après, la question qui est forcément à se poser, c'est du coup de savoir s'il va être suffisamment réactif et si du coup, face à, on dira, avec une moins bonne ligne offensive, avec plus de défenseurs autour de lui, est-ce qu'il va être capable justement d'avoir ses réactions, ses bons cuts, cette vision du jeu, cette vision naturelle, on dira. C'est encore quelque chose qui pose question. Maintenant, voilà, d'un point de vue intrinsèque, athlétique, tout ça, il a largement le profil pour être une fin de premier tour, grand maximum un début deuxième. Ouais, moi j'allais te dire que je lis plein de bonnes choses sur lui pour le coup, qu'il a la vitesse, qu'il a la vision, qu'il a la patience, qu'il a le jeu de jambes, enfin voilà, donc ça a l'air d'être un... C'est presque une bonne affaire, non? Par rapport aux deux du dessus, il y a un gros delta ou... C'est à peu près le niveau équivalent. Je te dis, ce qui fait un petit peu peur quand même, c'est cette fameuse grosse charge de travail du côté de Wisconsin, parce qu'il y avait quand même très rarement un running back numéro 2. Alors c'est pas ce qui me fait peur, parce qu'encore une fois, je reprends toujours le même exemple, mais Christian McCaffrey à Stanford, il a quand même été pas mal essoré avant d'arriver en NFL, et pourtant il continue de produire sous le maillot des Panthers. Donc voilà, après c'est sûr que c'est pas exactement le même profil. McCaffrey joue beaucoup sur la prise d'espace. Voilà, Taylor va être quand même amené en NFL à être un peu plus dans le défi physique, à subir beaucoup plus de chocs de par son gabarit, même si je le répète, il a quand même une certaine vivacité. Donc voilà, c'est ce qui fait un petit peu plus peur, on dira, pour les observateurs par rapport justement au profil un peu plus polyvalent, on dira, que représentent Dobbins et Swift. C'est vrai que Taylor, il a porté 926 ballons en 3 ans. Donc ça fait en effet une belle charge de travail. Tu l'as dit, donc fin premier, début deuxième tour pour Jonathan Taylor. Donc on pourrait avoir 2-3 running back au premier tour, hein, quand même, a priori. Oui, il y a la possibilité, je serais pas étonné qu'on monte jusqu'à 3 en effet. Ouais. On passe au deuxième chapeau. Alors déjà tout de suite, parce qu'on a dit qu'il y avait un gros écart chez les quarterbacks entre le premier et le deuxième chapeau. Là, est-ce qu'il y a un gros écart entre les trois qu'on vient de citer et Clyde Edwards-Helaire et Cam Akers, dont on va parler maintenant? Alors l'écart est beaucoup moins significatif. Si je peux te répondre d'emblée, voilà, les deux joueurs dont on va parler seraient peut-être plus des deuxièmes tours, en l'occurrence. On va dire milieu deuxième. Edwards-Helaire, Clyde de son prénom, 1m73, 95 kg, il a 20 ans, il sort de LSU, il est donc champion en titre. Qu'est-ce qui fait la différence du coup? Qu'est-ce qui fait qu'il est un petit peu en dessous des joueurs dont tu as parlé juste avant? On va le dire tout de suite, forcément c'est un joueur qui est desservi par son petit gabarit. Je le disais, il y a forcément une question de durabilité, je sais pas trop si c'est français, mais bon, pour alterner un peu, voilà, il y a forcément une question de longévité. Voilà, c'est mieux au niveau de la NFL quand on a un gabarit comme le sien. C'est pas le joueur le plus puissant, c'est pas le joueur doté de la meilleure accélération. Donc c'est vrai que voilà, tout ça mis bout à bout, on se dit que c'est un joueur qui est assez excitant, mais on dira d'un point de vue case à cocher, c'est pas encore ce qui fait totalement rêver. Après, de ce qu'on a vu de sa dernière saison à LSU, parce qu'on l'a dit avec d'autres prospects, mais c'est vrai que Clyde Edwards-Helaire, il a longtemps dû attendre son heure du côté de Louisiana State. Il a longtemps été remplaçant du côté de Bâton Rouge avant d'être vraiment titulaire cette année. De ce qu'on en a vu, c'est quand même un joueur qui est extrêmement dur à plaquer. Et lui, pour le coup, je parlais du côté avec Jonathan Taylor, cette réactivité à vraiment identifier, on dira, savoir s'il est vraiment capable de gérer en cas d'imprévu. Edwards-Helaire, on est globalement rassuré là-dessus. C'est un joueur qui a vraiment une vision de jeu assez bluffante, qui est précieux en sortie de backfield, qui a vraiment des moves assez impressionnants pour notamment casser des plaquages. Donc c'est vrai, ce côté réactivité, ce côté capacité justement à casser des plaquages et à prolonger des jeux s'il y a besoin de le faire, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux et c'est ce qui rassure sur sa capacité notamment à être un running back numéro 1 à l'échelon supérieur.
Après, il y a tout type de comparaisons qui reviennent à son sujet. On l'a longtemps comparé à Darren Sproles, qui a jamais été un running back numéro 1, même si c'était une excellente option, on dira, dans les playbooks offensifs NFL. La comparaison qui revient un peu plus, et t'en parlais tout à l'heure, c'est Ray Rice. C'est ce côté un petit peu petit, mais quand même extrêmement insaisissable. Va falloir améliorer son pass pro également, parce qu'on sait que c'est une notion précieuse ces dernières années, où il est assez généreux ça lui fait pas peur, mais il reste quand même un petit peu maladroit d'un point de vue technique. Mais très franchement, voilà, c'est un joueur précieux. Lui aussi, dans un comité, dans un premier temps, il peut faire pas mal de dégâts, mais il a le potentiel pour être un running back numéro 1 dans les années à venir, de par notamment sa capacité à jouer sur 3 tentatives. Oui, donc la comparaison avec Sproles, elle venait du fait qu'il a des bonnes mains aussi. Oui, de par le fait que c'était une petite pile électrique qui pouvait être efficace dans pas mal de domaines. Ouais, parce que Sproles était quand même aussi assez polyvalent là-dessus. Hein. Mais Sproles avait une accélération, par exemple, que n'a pas Edward Zeller, selon moi. D'accord. Même si Edward Zeller a joué sur retour de coup de pied, donc voilà. C'est pas un joueur lent, typiquement. On le voit à quel niveau de la draft? Pour moi, ça descend pas plus bas que le deuxième. Pas plus bas que le deuxième. Après, juste je recontextualise, parce que je l'ai souvent dit, quarterback, on donne l'estimation, sachant qu'il y a des équipes qui peuvent prendre plus de risques et le drafter plus haut. Oui. Running back, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est rarement des postes sur lesquels on a des besoins absolus. Donc là, on donne une tendance. C'est possible que les joueurs descendent, mais sa valeur intrinsèque pour moi, c'est plutôt deuxième tour. Cam Akers est donc le suivant. Cam Akers vient de Florida State, une fac qui a aussi sorti quelques très bons coureurs. On pensait d'Alvin Cook notamment. 1m80, 97 kg, il a 20 ans. La saison dernière, il a porté 231 ballons pour 1144 yards, donc 5 yards par course, 14 touchdowns et 4 touchdowns à la réception aussi. Il a capté 30 ballons, donc il a plutôt tous les outils physiques, potentiels là-dessus, non? D'emblée, je peux te dire la sécurité du ballon, ça reste quand même un paramètre à surveiller. Dans les airs, il n'a peut-être pas été suffisamment exploité non plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon dans ces domaines-là. Hein. Ça veut dire que... Après, si tu veux, pour faire simple, Cam Akers, ce gros problème, grosse recrue en sortie du lycée. Vraiment une recrue phare à l'époque du côté de Florida State. Qui, on va dire, a été extrêmement tributaire de son environnement néfaste du côté des Seminoles. Il y a ces dernières années, du côté de Florida State, ça a quand même été la chienlit, le départ du head coach et surtout une ligne offensive, une des pires lignes offensives aux premières divisions qu'on a vues ces dernières années. Donc ça l'a pas forcément aidé à se montrer hyper productif. Après, il a quand même malgré tout réussi à composer avec. Ou plutôt 100 en l'occurrence. Il fait quand même 2 saisons sur 3, je crois, à plus de 1000 yards, ce qui est un quasi miracle vu la O-line qu'il avait devant lui. Il a quand même de solides appuis, une bonne capacité à casser les plaquages. Lui, pour le coup, je trouve qu'il a une accélération assez fulgurante. Donc voilà, il y a peut-être quelques... Voilà, je le disais, c'est de donner un petit peu dans le domaine aérien, mais c'est un joueur qui a un gabarit tellement puissant, tellement élancé, et encore une fois, une capacité à être explosif en un instant, que voilà, c'est un joueur qui, je pense, est un peu sous-coté, qui n'a pas forcément pu montrer tout l'étendue de son talent du côté de Tallahassee, mais très franchement, pour moi, c'est un deuxième tour quasi sûr, et c'est un joueur sur lequel je suis pas mal hypé à l'orée de cette draft. Très très bien. Quel niveau du coup de la draft pour Cam Akers? Milieu deuxième tour, je pense. Mais c'est bien, Et Non, j'allais dire, tu rejoins exactement ce que j'avais lu. Moi, c'est ce que j'allais te demander justement. C'est pour ça que j'étais pris de court. Tu as dit tout ce que j'avais lu, c'était ça. C'était qu'il n'avait pas vraiment pu forcément montrer tout son potentiel à Florida, vu la galère que c'était ces derniers temps, notamment au niveau de la ligne. Donc, tu disais milieu de deuxième tour. Ouais, tout à fait. Milieu de deuxième tour, donc pour Cam Akers. On a le top 5. On vous le rappelle, chapeau 1, DeAndre Swift, J.K. Dobbins, Jonathan Taylor, et juste en dessous, Clyde Edwards-Helaire et Cam Akers. Petite pause et on passe aux énigmes et aux bonnes affaires. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On
On continue de dérouler les principaux candidats à la draft au poste de running back dans cet épisode avec Grégory Richard. Toujours Grégory, nous allons parler des énigmes. Il y en a deux. La première s'appelle Zach Moss, 1m75 pour 101 kg. J'ai l'impression que c'est le standard chez les running backs cette année, 75 pour 100 kg. Il a 22 ans. Il nous vient de la fac de Utah. Il est major en communication, si c'est pour la précision. Il est senior. Je n'ai pas ses stats de l'année dernière sous le nez. Je ne sais pas pourquoi. Il a un des IMC les plus catastrophiques de cette liste quand même, parce que 1,75 pour 101 kg, là on est très, très haut, mais du coup il casse beaucoup de plaquages. Ouais, c'est vraiment un phénomène physique. Tu le disais, ça va être un peu la tendance dans cette classe. Voilà, les profils un petit peu déménageurs. Attends, j'essayais juste de voir justement pour retrouver ces stats. Je crois que je les ai sous le coude. Zach Moss, la saison dernière, c'est 1412 yards et 15 touchdowns. De toute façon, ça a été Pas mal. Ouais, ça a été quand même la principale attraction de l'attaque de Utah, hein. Une attaque qui est de manière assez classique axée justement sur la course, hein. Donc voilà, Zach Moss a contribué à perpétrer cette tradition. Joueur extrêmement puissant, donc avec une bonne vision de jeu, des cuts également assez intéressants. Lui, pour le coup, sa puissance joue un peu sur la vitesse. C'est vrai que c'est un profil un peu déménageur sur des yardages un peu courts, on va dire. Voilà, sur quelques yards à récupérer pour obtenir le first down ou le touchdown, ça va être un joueur extrêmement précieux. Après, sur toute la durée d'un match, il pose encore quelques questions. Il traîne pas mal de petites blessures également, ce qui n'est pas pour lui. Et ce qui est quand même assez délicat pour un joueur qui joue beaucoup sur l'aspect physique. Donc voilà, après c'est quand même un joueur assez précieux qui peut endosser, on dirait, une grosse charge de travail. Mais il y a quand même cet aspect vitesse. Dans le domaine aérien, il n'a pas démérité du côté de Utah. Il me semble, je vais pas dire de bêtises, il me semble que sur le pass pro, il n'est pas non plus ridicule. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit déficit d'explosivité qui joue en sa défaveur et qui fait qu'il représente quand même un certain risque, encore une fois, encore et toujours cette question de la longévité. Ou voilà, pour un joueur qui joue avant tout sur le physique, combien de temps tu peux l'avoir à disposition et pour en faire quoi à terme, quoi. C'est une comparaison très bateau, mais comme ça a été une des stars de la saison, est-ce que genre puissant on peut comparer à Derrick Henry qui est plus grand, donc je sais que c'est pas évidemment une comparaison. Il me paraît, c'est compliqué. Je te dirais, il me paraît un peu moins caricatural dans le côté vraiment physique, parce que bon, Derrick Henry a la vitesse, hein, il a tout, hein, mais c'est vrai que voilà, il a ce profil extrêmement bulldozer. Je pense que Zach Moss est quand même un peu plus élancé, mais oui, non, si, là, il y a beaucoup de comparaisons qui reviennent sur Kareem Hunt. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, hein, c'est pas forcément quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Aussi, ouais. Mais bon, il y a beaucoup de comparaisons qui reviennent sur lui. Je ne le comparerai pas forcément à Derrick Henry, qui lui, pour le coup, je pense, a quand même une vitesse un peu plus intéressante, je pense. À quel niveau Zach Moss alors? À l'heure actuelle, parce que du coup, forcément, sa vitesse l'a beaucoup discrédité, notamment lors du Combine, où il n'a pas fait beaucoup d'ateliers, en plus, il me semble, à part ça. Pour moi, c'est plutôt un 3e tour à l'heure actuelle. Bon, ce qui est déjà pas mal. Oui, non, il y a un potentiel, encore une fois, pour être running back numéro 1. Maintenant, pour en faire quoi, a priori, de ce qu'on en a vu à Utah, il peut jouer sur 3 tentatives, mais on le dit, on le répète, il apparaît quand même comme un pari, de par le côté peut-être un peu pas suffisamment polyvalent comparé à d'autres prospects. A.J. Dillon est une autre énigme, 1m83, 111 kg, donc c'est le plus grand, je crois, du lot. Grand, costaud, incisif pour attaquer au niveau des ouvertures. Est-ce qu'il est un petit peu unidimensionnel? Alors, pas des super mains, pas une accélération folle. Alors c'est ça. On parlait de beau bébé qui ont un certain déficit de vitesse, et A.J. Dillon est un peu dans cette catégorie-là. Ancien linebacker, on le rappelle, qui s'est reconverti en tant que running back du côté de Boston College avec succès, hein, parce qu'il a dépoussiéré pas mal de livres d'histoire du côté de Chestnut Hill. C'est quand même un subtil mélange de puissance et de vitesse, que pour le coup je trouve que la vitesse il l'a. Il a d'ailleurs pas mal étonné lors du Combine, il a récupéré une certaine cote après l'événement d'Indianapolis. Il est très très généreux sur le pass pro et il a une technique assez intéressante à ce niveau-là. Forcément, de par son gabarit, c'est plus sa mobilité qui m'inquiète.
C'est un peu les mêmes critères dont je parlais tout à l'heure avec Jonathan Taylor. Ça, pour le coup, on l'a vu. Quand il faut changer de direction, quand il faut être un peu plus réactif, on dira anticiper le plaquage à venir du défenseur, c'est un peu plus délicat. Et en effet, tu l'as dit, du côté de Boston College, il a quand même eu un impact quasi nul au niveau de la réception. Donc si t'as pas la mobilité qu'il faut, les changements de direction qu'il faut du côté du poste de running back, et qu'en plus t'as pas cet apport dans le jeu aérien, c'est quelque chose qui apparaît assez rédhibitoire. Donc c'est ça qui en fait une énigme. Après il a repoussé tellement de... Enfin, je sais pas comment dire ça, ouais, il a défié tellement de logique du côté de Boston College. On s'est dit c'est vraiment un running back purement unidimensionnel, et on voit qu'il a quand même plus d'une corde à son arc. On sait pas, hein, c'est encore une fois c'est un joueur qui est assez déterminé, qui veut vraiment je sais pas comment dire ça, je m'en mets les pinceaux, mais qui recule devant aucun obstacle, pour faire simple. Mais voilà, il y a des comparaisons qui reviennent également avec Brandon Jacobs ou ce genre de joueur là, c'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément un running back numéro 1, mais c'est un joueur qui va être extrêmement précieux dans une attaque, et qui lui aussi dans un comité, je pense, peut-être avec un running back beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus explosif, peut donner quelque chose d'intéressant. Donc c'est cette énigme-là à mettre en avant. Mais voilà, c'est le côté purement, est-ce qu'il peut être efficace sur 3 tentatives, où là, il va fatiguer les défenses, quoi. Il va être là pour fatiguer les défenses. C'est ça, ouais. Ça, c'était son gros point favorable du côté de Boston College, c'est qu'il avait vraiment cette tendance à épuiser la défense adverse pour du coup réussir à trouver les big plays, et ça peut être à mettre à son crédit en NFL. Ouais. À quel niveau de la draft? Pour moi, à l'heure actuelle, c'est un 4e tour qui peut être une fin de 3e s'il plaît vraiment à une équipe. L'année dernière, il a gagné 1685 yards à 5,3 yards par course, 14 touchdowns au sol. Tu disais, il a capté 13 ballons à la réception. Sachant qu'il joue en comité. Hein. Ah d'accord, on joue en comité, ça marche. Les bonnes affaires, il nous en reste 2, c'est James Robinson le premier. Alors c'est pareil, il a fallu gratter un petit peu pour le trouver. C'est des bonnes affaires, monsieur Mattei. James Robinson, voilà, il vient de Illinois State. Illinois State, il fait 5 pieds. Alors tu vois, il a même pas de fiche Wikipédia, donc j'ai pas trouvé sa taille en centimètres. Il fait 5 pieds 9, donc ça fait 1m80 grosso modo. C'est pas très grand. Non, c'est même plus petit que ça, oui, parce que 1m80 c'est 5'11", donc il doit être un 77-78 peut-être. Je peux pas dire de voilà, bêtises. et 222 livres, donc là pour le coup il doit être au-dessus du 100 kg par contre. Donc c'est un beau bébé, mais il a l'air de pouvoir faire beaucoup de choses. Il a l'air d'être patient, bon bloqueur, et ça a l'air de te plaire. Oui, c'est un coureur numéro 1 ou c'est un comité? C'est un joueur qui, je pense, peut devenir running back numéro 1. Et honnêtement, c'est à titre personnel. Je sais qu'en effet, il n'y a pas une grosse hype de la part de beaucoup d'observateurs de la draft. J'ai rarement vu un prospect sorti de 2e division, en tout cas de 1AA. J'ai rarement vu un prospect aussi excitant depuis David Johnson. Après, Johnson avait d'autres capacités athlétiques, notamment. Il était déjà beaucoup plus grand, beaucoup plus longiligne. Donc c'est sûr qu'il joue sur d'autres paramètres. Après, tu l'as dit, James Robinson, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même ce QI foot, cette intelligence, cette capacité à attendre pour trouver les brèches. Ce qui peut être problématique, c'est que du coup, il a peut-être tendance à être un peu trop patient. Et il faut aussi, entre guillemets, je dirais, forcer son destin en NFL. Il va avoir des micro-brèches à l'échelon supérieur. Et pour un joueur qui sort en plus de 2e division, où forcément le niveau défensif était quand même moindre, va vite falloir s'acclimater. Pour un joueur en plus de son physique, qui reste quand même relativement trapu, tu l'as dit, de par sa petite taille. Donc il y a ce côté un petit peu réactif qu'il va justement falloir trouver. Balancer un petit peu entre la patience et la vision du jeu, et le côté justement explosivité, accélération. C'est quelque chose qui n'est pas encore flagrant, mais honnêtement il a quand même une grosse marge de progression. Ce qui fait un petit peu peur également, ce qui le discrédite beaucoup, c'est le fait qu'il ait été pas mal sollicité également du côté d'Illinois State. Je crois qu'il avait plus de 40 ballons par match, ce qui est quand même assez énorme pour un running back, même si il a vraiment porté à bout de bras son programme lors des playoffs de 2e division. Alors qu'on n'attendait pas forcément Illinois State à pareille fête. Mais voilà, c'est vraiment un joueur encore un petit peu dans la moyenne, mais qui a quand même cette puissance, cette rapidité. Faut peut-être encore, on dira, lui apprendre le côté scientifique du jeu, mais pour un joueur qui est assez intelligent, c'est quelque chose qui ne fait pas forcément peur au premier abord. Après, forcément, faudra
sans doute tomber sur une équipe qui met beaucoup le jeu au sol en avant, je pense. J'ai lu qu'il manquait un peu de vitesse sur les longues courses notamment. Oui, non, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas le plus rapide du lot, très très clairement. Hein. C'est pas la rapidité, c'est pas à mettre à son actif. Mais bon, je trouve qu'il a, non, il a quand même une accélération qui est, enfin, quand je fais la différence entre vitesse et accélération, faut bien comprendre. Hein. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut être rapide, mais voilà, on peut être rapide sans avoir une deuxième accélération, je dirais. Ouais. Sans réussir à exploiter la brèche et du coup larguer carrément le défenseur. Je trouve quand même que Robinson n'a pas une extraordinaire vitesse, mais une fois qu'il est parti, c'est quand même difficile d'aller le rechercher. À quel niveau de la draft on va le retrouver? L'ancien Redbird. Je dirais, à l'heure actuelle pour moi, il est plus aux alentours du 5e tour. 5e tour, oui, je balançais le surnom, donc il vient d'Illinois State, c'est les Redbirds. Voilà, Ouais. On ne précise pas pour toutes les facs connues, mais de temps en temps, il y en a un petit qui sort du lot. Joshua Kelly est la dernière bonne affaire potentielle. Lui, il vient du UCLA, pour le coup, c'est très connu. Un peu pareil, complet, bon complément, puissant. Ouais, alors là, je pense 1m80, 99 kg, pardon, j'avais pas précisé. on va penser que j'aime bien les petits gros, hein. Je le dis de manière affective bien entendu, mais on va penser que j'aime bien les joueurs un peu physiques. Mais oui, Joshua Kelly, c'est globalement la même donnée que James Robinson. C'est un joueur très généreux. Je pense qu'il manque un petit peu de discipline. C'est un joueur qui a pas mal bourlingué également, qui a commencé à UC Davis justement en 2e division universitaire, programme californien. Et qui a rebondi du côté de UCLA, sachant qu'il est arrivé dans un contexte assez particulier, parce que du côté de l'attaque de UCLA ces dernières années, c'est pas mal en reconstruction, notamment depuis l'arrivée d'un certain Chip Kelly. Donc voilà, on va dire qu'on l'a beaucoup envoyé au charbon en attendant que le quarterback se fasse un peu la main. Et c'est sûr que voilà, il n'a pas forcément vu grand-chose autre que l'aspect purement puissance. Et on va dire accélération, c'est pas sa vitesse qui est son atout majeur. Il a quand même le pass pro, je trouve, à son actif également, ce qui peut être intéressant. Après, je sais plus sur quel running back on a dit ça également tout à l'heure. C'est un peu les mêmes défauts également qu'A.J. Dillon. C'est-à-dire qu'il y a une fluidité de déplacement, voilà, qui forcément, comme on lui demandait de beaucoup de jouer un petit peu en force, de trouver les brèches plein centre, voilà, les changements de direction n'ont pas forcément été exploités comme il fallait. Et là encore, d'un point de vue réception, c'est pas celui qu'on a le plus utilisé. Donc voilà, ça interroge un petit peu sur ses capacités à le faire. Après, je trouve, il me rappelle quand même beaucoup un autre joueur qui avait créé un petit peu la surprise, c'est Jordan Howard. Bon, qui a eu une trajectoire un petit peu descendante ces dernières années, mais voilà, qui avait quand même marqué les esprits lors de ses premières années chez les Bears. Et je trouve que voilà, Jordan Howard, c'est un peu le même profil, petite fac avec UAB, arrivé à Indiana où il s'est révélé, etc. Et en NFL, il s'est un peu plus aguerri. Joshua Kelly, je pense, peut avoir le même type de trajectoire. S'il n'est pas cantonné justement à ce simple rôle de bûcheron, on va dire, dans les tranchées, quoi. Eh bien, tu vas nous dire à quel niveau on pourrait le retrouver. Joshua Kelly, ça peut être 5-6, je pense. 5-6e. Voilà donc pour les potentielles bonnes affaires. On termine avec le classement habituel à la fin de l'épisode. Tu as donné 9 noms dans cet épisode. DeAndre Swift, J.K. Dobbins, Jonathan Taylor, Clyde Edwards-Helaire, Cam Akers, Zach Moss, A.J. Dillon, James Robinson et Joshua Kelly. Tu es manager général, tu as besoin d'un coureur. Pas de paramètres d'effectif ou de quoi que ce soit. Qui tu prends sur la qualité pure et qui tu as envie d'avoir dans ton équipe? Moi j'ai dit j'aime bien J.K. Dobbins. Après j'ai quand même un petit faible pour Cam Akers. Alors du coup tu prends qui en premier? Allez, je dirais quand même Cam Akers. Cam Akers en 1. Je dirais quand même D'accord. Cam Akers, ouais. Tu veux que je te fasse un classement comme pour les quarterbacks? Ouais, comme pour les quarterbacks. Bah je te dirais Akers, Dobbins. Derrière peut-être, je mettrais quand même peut-être Taylor. Swift en 4, Edwards-Helaire en 5. Robinson en 6. Moss en 7. Dillon en 8 et Kelly en 9. Et qu'elle est en 9, d'accord. Ouais. Bon. Les énigmes, d'ailleurs, j'aurais dû te demander ça aussi, mais Zach Moss et J. Dillon, c'est des énigmes. Mais du coup, est-ce que toi, tu y crois?
Vu là où je te les classe, pas forcément. Je pense que, C'est ça, voilà, je pense que oui, ça peut. On va dire que leur gabarit peut être quand même un petit peu rédhibitoire. Ouais. Je te sentais moyen sur Dillon. Mais voilà, mais Moss, je le dis et je le répète, parce qu'encore une fois, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, Moss c'est quand même beaucoup plus versatile, on dira, que Dillon. Mais il compose avec des blessures en l'occurrence qui peuvent éventuellement freiner sa progression. Et bien c'est là-dessus qu'on va terminer pour l'épisode numéro 348 du podcast Jean Actu. Merci beaucoup Grégory. Toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Du coup, on va arriver à receveur tight end dans un épisode et ligne offensive. Donc on bouclera les joueurs d'attaque la semaine prochaine et puis après on passera à la défense. Et je peux déjà spoiler le podcast receveur. Il y aura beaucoup de choses à dire. D'accord. Bah écoutez, en plus c'est un poste qui intéresse énormément, donc voilà, gros teaser. Grosse classe. Je pense qu'on a rarement vu une classe aussi dense dans l'histoire de la draft. Et ben voilà, donc on a une belle émission, ce sera mercredi prochain et entre-temps, il y aura une émission où on parlera de la NFL et des joueurs qui sont déjà dedans avec le débrief de la Free Agency. Encore une fois, on l'a dit, donc c'est terminé pour le 348, on vous remercie, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous aimez le site et l'émission. Pour nous suivre, c'est les réseaux sociaux Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier, @Yellow Radio ça pour Grégory sur Twitter, @Alamatei pour moi-même, @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @Camille Sarabène pour nos camarades. L'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On se retrouve très très vite pour un nouveau podcast et évidemment restez chez vous, prenez soin de vous, ciao ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.